Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons en Cornouailles. Ce petit pays, situé à la pointe sud-est du Finistère, est un vrai concentré de Bretagne, à seulement 1 heure de Brest. Au cours de ce voyage, nous vous emmènerons découvrir Concarneau-la-Belle et ses puissants remparts, qui furent longtemps un enjeu stratégique entre Anglais et Français. Puis, nous irons visiter Locronan, l'un des villages les plus pittoresques de Cornouailles, avec ses ruelles pavées et ses maisons de granit impeccablement conservées. Enfin, nous assisterons à l'étonnant ballet des chalutiers aux couleurs chatoyantes du Guilvinec, preuve que la Cornouaille, c'est aussi un patrimoine vivant et dynamique. Mais vous allez voir que cette escapade en terre bretonne vous réservera encore bien d'autres surprises. Et ce sont bien sûr d'authentiques Bretons fiers de leur terroir et de ses traditions qui nous les présenteront. Concarneau est l'une des dernières villes closes de France, ce qui lui vaut de figurer parmi les lieux les plus visités de toute la Bretagne. Si, voilà, ça c'est le Grep Castagneux. C'est avec Nathalie que nous allons vous la faire visiter. Une poule d'eau. Donc la même famille que la Faulque, mais avec du bec, un petit bec rouge du coup. Ah oui. Elle est juste sur le bord là-bas, au fond de la roselière, du coup. Guide nature, Nathalie anime des sorties à la découverte de la faune et de la flore de la région. Cet enfant du pays ne s'imaginerait pas vivre ailleurs qu'ici, dans sa Cornouaille. Alors ici, c'est vraiment pour moi l'image de la Cornouaille, celle que j'aime en fait. On a les cailloux, la mer, les plages et la campagne derrière. Alors je vous propose, pour la découvrir, d'aller rejoindre Concarneau. Joyau de la Cornouaille, Concarneau est une île posée sur l'océan, à l'embouchure du Moreau. Le cœur fortifié de la cité est entièrement entouré d'eau, tandis que la ville moderne s'étend, elle, sur le continent. Nous commençons notre visite par un lieu qui n'est indiqué dans aucun guide. Mais selon Nathalie, c'est depuis les chantiers navals que la vue sur la ville close est la plus belle. C'est donc là qu'elle a choisi de retrouver Marc Bigot, un authentique Concarnois qui va lui raconter l'histoire de la cité. Sympa. Ouais, c'est sympa de venir sur cette aire de carénage aujourd'hui. Original, le lieu de rendez-vous. Ouais, c'est vraiment en plus, c'est le centre du port de Concarneau, avec toutes ses activités. La pêche, bien sûr, pêche, réparation navale, tourisme. Moi, j'aime bien venir ici parce que c'est un lieu que je fréquente depuis toujours. Oui, tu le connais bien cet endroit. Je ne vais pas dire que c'était un terrain de jeu, mais je fréquentais ce secteur-là. Tu avais à l'époque, c'était pas vraiment la construction acier, c'était beaucoup la construction bois, mais on avait la même ambiance. Et c'est le côté couleur, bruit qui fait la ville de Concarneau.
Les chantiers navals et la ville close sont séparés par un simple bras de mer d'à peine 200 mètres de large. Le bac du passage est le seul moyen de le franchir. Sur un des deux bacs. C'est la plus petite traversée, certainement en France, ou une des plus petites. Et tu sais combien de personnes passent dans l'année sur le bac? 240 000 au moins, voire D'accord. 280 000 personnes. Ah ouais. Salut Nathalie. Salut. Tu vas bien? Ça va? Salut. Cette navette maritime existe depuis le Moyen-Âge, lorsque la puissante abbaye de Landévennec fit bâtir le prieuré Saint-Guénolé sur l'île au Xe siècle. À l'époque, elle prélevait une taxe à chaque traversée. Aujourd'hui, la municipalité a choisi de perpétuer cette tradition, chère au cœur des Concarnois. Et voilà. C'est bon. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Salut Stéphane. Ouais, cette traversée, Nathalie, ça s'est bien passé? Ça va, j'ai même pas été T'as malade. pas été malade. Bon, nous voilà porte du bac en ville close. C'est une des dernières portes aménagées sur la ville close. Et on va, si tu veux, visiter les remparts. Et ben c'est parti, on grimpe. Les remparts, on va grimper par ici, ça va être plus simple. Alors Marc, en fait, ici dans le paysage, on a l'origine du mot Concarneau. En fait, oui, tu as cet îlot qui est à l'abri de la pointe du Cabellou, de la pointe de Becmeil. En breton, conque carnet, conque l'abri en Cornouailles. Tout Tout est simplement, tout simplement. Et au fil des décennies, ça va se transformer en Concarneau. Ces lieux stratégiques furent le théâtre de nombreux combats par le passé. C'est ici, par exemple, que naquit la légende du célèbre Duguesclin. En 1373, le chevalier livra à Concarneau l'une de ses plus fameuses batailles, réussissant à chasser les Anglais après 30 ans d'occupation. Aujourd'hui, les ruelles bordées de maisons en granit respirent la quiétude, même s'il reste de nombreuses traces de ce passé militaire. Il y a quelques maisons de caractère qui sont assez intéressantes. Celle-là, elle a la particularité, c'est de communiquer directement avec les remparts. C'était la maison du gouverneur. Et directement aussi avec la tour, ce qui fait un grand édifice qui était la maison du maître des lieux. Les puissants remparts, admirablement conservés, font le bonheur des visiteurs. N'hésitez pas à y grimper, car c'est à leur sommet que vous profiterez des plus beaux panoramas sur la ville, ses ports et le large. Les remparts que l'on voit là épousent exactement le contour de cette île-là. Et ça fait en gros 350 mètres de long sur 100 mètres de large. On est dans un endroit ici qui s'appelle le Petit Château. Donc Petit Château, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'avant la ville close, il y avait déjà une butte féodale sur laquelle les populations du coin venaient se réfugier quand ils voyaient l'ennemi arriver par la mer. Là. Il y a eu des Normands, il y a eu des Anglais. Et très tôt, il y a eu un début de fortification en bois au début, des douves. Et à partir de 1300, on a vraiment une définition comme on a là, avec des remparts qui épousent toute l'île. On dit souvent les remparts construits par Vauban. Alors il y a un petit côté légende parce que Vauban n'est intervenu ici qu'en 1696 de mémoire. Les remparts étaient là. Donc il y a eu quelques aménagements amenés par Vauban, mais les remparts n'ont pas été construit par Vauban comme souvent on le prétend. L'illustre architecte militaire de Louis XIV fit toutefois plusieurs aménagements, parmi lesquels la fortification des tours et du pont-levis. Mais le beffroi et son horloge, symbole de la ville close, sont beaucoup plus récents. Ils datent du tout début du XXe siècle. J'aime bien ce point de vue de la ville close, parce que du coup, quand on voit un peu la mer au loin, comme ça, hop, l'entrée du port, la ville, il y a plein de choses, plein de sentiments. C'est l'abri, et puis c'est aussi l'horizon au large, et puis on se dit... L'habitation au voyage. Exactement. Et ce qui est sympa, moi, c'est quand je vois partir des bateaux qui quittent pour Concarneau, un grand moment d'émotion, et c'est vrai que c'est l'aventure, quoi. Après cette visite de Concarneau, nous vous suggérons de mettre le cap à l'est jusqu'à l'embouchure de l'Avenne. C'est là que Nathalie retrouve Valérie Tonal, une spécialiste du patrimoine local. Salut Valérie. Salut Nathalie. Tu vas bien? Ça va. Oui.
Et un lieu de rendez-vous pour Manec, notre enfance. Ah, évidemment. La veine, le belon. Oui, Et tu vas me faire découvrir plein de jolies choses. évidemment. Nous sommes ici sur le sentier de randonnée, donc nous allons faire quelques pas pour découvrir ces magnifiques paysages. Depuis la Belle Époque, la petite station balnéaire de Port-Manec et ses cabines de plage se dressent face au large. Je trouve que c'est super ce charme un petit peu désuet de ces cabines du début du siècle dernier. D'avoir pu les maintenir, c'est quand même quelque chose d'assez... L'endroit a de l'âme. Ouais, voilà. Ici, la rivière et la mer se confondent. Et l'océan continue d'imprimer le rythme de ses marées plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. C'est justement là que vous attend une magnifique découverte, bien à l'abri des colères de la mer. Ce petit trésor que nous vous recommandons tout particulièrement, c'est le hameau de Kerascouët, notre coup de cœur. Attention, il ne figure pas sur toutes les cartes. Demandez donc votre chemin, car il serait vraiment dommage de rater ces si jolies maisons. Et là, on voit qu'elles sont... Alors nous avons la chance, ici dans ce village, d'avoir des propriétaires qui ont souhaité conserver leur maison en état avec leur toit de chaume. Et aujourd'hui, ces maisons représentent l'habitat traditionnel qu'il y avait au XVe siècle dans l'ensemble de la Cornouaille. Et pour notre patrimoine, c'est ça qui est intéressant, je trouve, que là, la toiture est neuve. Et en fait, ils ne sont pas passés à l'ardoise, ils maintiennent le chaume. Oui, parce qu'en fait, nous avons des irréductibles qui justement veulent garder les choses telles qu'elles étaient autrefois. Des irréductibles bretons. Voilà. Alors dans le village de Kerascouët, on a aussi cette spécificité locale que sont les pierres debout. Mode de construction qui s'est développé au XVIIIe siècle. Ces pierres de haute taille qui pouvaient mesurer 2,70 m de hauteur. On en faisait des appentis, des clôtures, et puis dans un deuxième temps, des maisons pierres debout. Ces fameuses pierres debout sont des blocs de granit d'un seul tenant qui proviennent du lit de la Veine. À marée basse, les pêcheurs et les paysans les taillaient puis les remontaient jusqu'au village pour construire leur maison. Quand je vois ces restes de blocs qui sont dans la vasière, t'as vu, il y en a qui sont bien taillés. Il y a encore un peu de travail. À quelques pas de la rivière, au bout d'un petit chemin, Valérie nous réserve une surprise. Voici la plus belle chaumière en pierre debout des environs, restaurée dans les règles de l'art. Exceptionnellement, nous allons vous en montrer l'intérieur caractéristique grâce à sa propriétaire, Laurence Graffin. Magnifique, regarde ces pierres debout comme elles sont belles. Là, elle est vraiment dans son jus, elle est superbe, hein. L'ensemble est magnifique de cette maison-là. J'aime bien quand il y a les faîtières végétalisées comme ça. Oui, c'est vrai. Et c'est de plus en plus rare. Entrez. Superbe. Intérieur. Ce qui est vraiment chouette dans la maison, là, c'est qu'en fait, on voit vraiment les pierres debout, on les voit bien à l'intérieur, ce qui est pas commun quand même, parce que souvent les gens ont isolé. Oui, j'ai voulu les laisser parce que moi je trouvais ça très beau. Alors d'abord je les ai laissés naturels et puis ensuite j'ai pensé que ce serait plus lumineux de les passer à la chaux. En plus ça protège des insectes donc c'est très bien. Ces maisons-là aussi, c'était pas forcément des maisons d'habitation. Elles servaient pour faire les gros travaux de ferme comme le cidre, le cochon dans la cheminée. Aujourd'hui, on dit que c'est une jolie maison, ça devient une pierre précieuse de la région, si on peut dire. Tout à fait, Mais à l'époque, c'était un peu les appentis des fermes. Moi, j'ai vu dans des fermes ces maisons qui servaient carrément pour les cochons. C'est vraiment étonnant. Vous n'avez pas mis du tout d'isolation, rien du tout, Non, coup je trouve que c'est plus beau comme ça et je trouve aussi que c'est plus sain. Les animaux viennent moins. D'accord. Et puis l'été, par exemple, il y a toujours une fraîcheur très agréable. Là, on est sur du roseau. Là, on est sur du roseau. Ouais. Il a quel âge, ce toit? Alors là, il est tout récent, il a 2 ans, mais je l'avais fait faire il y a plus de 20 ans. D'accord. Donc, on le change à peu près tous les 20 ans, ça commence à pourrir, à se défaire. Comment ça se fait que la pluie puisse pas passer Alors, vous avez dû voir que la pente est très forte. Hein. Si la pente était moins forte, la pluie resterait et le chaume pourrirait. Là, ça glisse et ça tombe tout de suite. Et au-dessus du toit, on a mis des plantes. C'est pas seulement pour faire joli, mais c'est aussi pour tenir la paille. Les racines tiennent la paille qui ne descend pas. Et la maison date de quelle époque? C'est 1831. C'est marqué sur la cheminée.
Ah, mon Dieu, quelle merveille. C'est le phare. Breton. C'est le phare tel que ma mère le faisait. Voilà. Mon Dieu. En Cornouailles, on a décidément le sens de l'accueil. Après nous avoir si gentiment ouvert ses portes, Laurence nous livre sa recette du phare breton. De quoi vous mettre l'eau à la bouche. Là, pour ce phare-là, j'ai mis 1 demi-litre de lait, 100 g de farine, 4 œufs et à peu près 70 g de sucre. Et on tâte. Il doit rester toujours un petit peu de pâte sur le couteau. Il ne faut pas que ce soit trop sec. Ce qui est très important aussi, c'est de mettre les pruneaux quelques minutes après quand le phare est dans le four, pour pas qu'ils tombent au fond et qu'ils deviennent tout grillés. Voilà, c'est ça que le fond de la pâte est pris un petit peu avant. Voilà. Valérie. Alors comment est-ce que... Il est excellent. Il est super bon. Puis les pruneaux imbibés, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les pruneaux, c'est le lambic. Le lambic, c'est l'alcool de cidre. de cidre. Oui. on sent qui bien donne le que goût, oui. c'est très très agréable. Non, c'est très bon. Depuis les rives de la Veine, si vous ne voulez pas manquer le site le plus sauvage de toute la Bretagne, prenez la mer et rejoignez un archipel bien connu de tous les marins. Les îles de Glénan sont à 20 km de la côte. Elles ne sont accessibles que par bateau, mais plusieurs compagnies proposent des liaisons quotidiennes. Composé de 9 îles principales, l'archipel est un paradis pour tous les amoureux de la nature. Il abrite une réserve naturelle dont Nathalie est justement la conservatrice. C'est elle qui assure la protection de ce site classé. Alors là, on vient de rentrer dans l'archipel des Glénans, qui est un lieu assez magique. On est rentré par la passe des Pierres Noires et là, on vient de rentrer dans la chambre des Glénans. Donc où pas mal de plaisanciers, on est au petit matin, donc les gens se réveillent un petit peu, puis qui va s'agiter parce que pendant l'été, en fait, ça fait partie des sites de croisière assez importants, beaucoup de voiliers qui viennent pour quelques jours dans l'archipel. Sur place, le camping est interdit et il n'y a pas non plus d'hôtel. Seul un gîte de quelques chambres vous permettra éventuellement d'y passer la nuit. Régulièrement, Nathalie accueille des scientifiques comme Philippe Maes. Salut Philippe. Pour ce biologiste marin, cet archipel, protégé depuis près de 40 ans, est un formidable laboratoire à ciel ouvert. Une belle couleur d'eau, le Excellent. sable. On se demande souvent pourquoi le sable est si blanc au Glénan et puis les eaux si bleues. C'est vrai que ça ressemble aux Antilles complètement. Et en fait, c'est parce que le sable, il est fait à partir d'une algue calcaire. Alors le calcaire, c'est ce qui constitue le squelette du corail aux Antilles. En fait, nous, on n'a pas de corail. Enfin, si, il y a du corail, mais pas autant qu'aux Antilles. En revanche, il y a du merle. Et le merle, c'est une algue calcaire. D'accord. Et en fait, elle ressemble, très souvent on croit que c'est du corail, on ramasse des petits bouts de corail comme ça, on pense, ces espèces de petites branches, on en voit partout là. Et en fait, c'est des algues. Et donc ça, c'est un morceau de vivant. Donc il y a les morceaux vivants qui sont rosés comme ça, et puis quand ça devient mort, quand c'est mort, ça devient blanc, et puis c'est ça qui va donner le sable, tous ces petits fragments ici. Oui, un beau sable blanc, sable des Antilles bretonnes. Tout à fait. Voilà. Pour profiter pleinement de ces Antilles bretonnes et de leurs paysages sauvages, nous vous conseillons de vous y promener en kayak de mer, comme Nathalie et Philippe. C'est le meilleur moyen de découvrir les îlots et leurs bancs de sable. En prenant quelques précautions, vous pourrez également observer les nombreux oiseaux qui peuplent l'archipel. L'avantage, en fait, le kayak, c'est que tu peux approcher les oiseaux quand même relativement tranquillement. Oui. Mais il faut quand même être vigilant de ne pas les surprendre. Parce qu'en fait, ils nous entendent pas arriver. Et souvent, on se dit, c'est le moyen pour aller découvrir un espace le plus écologique. Et puis, on a tendance à peut-être à s'approcher. Parce que comme on ne fait pas de bruit, on a l'impression qu'on ne va pas déranger et à s'approcher un petit peu trop. Donc c'est vrai qu'il faut rester vigilant en fait, quand on sent que les oiseaux commencent à s'agiter.
sympa d'avoir en fait des îlots encore préservés comme ça, parce qu'au niveau de la biodiversité, c'est important. La Bretagne est intéressante, en particulier les Glénans, parce que c'est un site qui, d'une part, accueille des oiseaux qui nichent. L'autre intérêt, c'est que c'est vraiment une étape migratoire. Hein. Les oiseaux qui déboulent du nord, là, maintenant, à cette saison, ils s'arrêtent ici. Hein. Ils font des milliers de kilomètres, et puis là, ça leur permet de se nourrir, de se reposer, de refaire un peu de gras. Un bon petit lieu, un petit taco. Ah oui, c'est clair. Ou une petite Ah, vieille. lui, Après cette sortie en mer, retour dans les terres où un autre décor enchanteur attire de nombreux touristes depuis plus de 150 ans. Nous sommes à Pont-Aven, où nous attend notre prochain guide, historienne de l'art. Bienvenue à Pont-Aven. Merci beaucoup. Caroline Boyle-Turner est américaine. Elle est venue étudier les peintres de Pont-Aven il y a 25 ans et elle n'en est jamais repartie. Mais Pont-Aven, cité des peintres, c'est un peu moins mon domaine. Alors je compte sur vous pour me le faire découvrir. Avec grand plaisir. On y va. On est parti. Au XVIIIe siècle, Pont-Aven est l'un des ports les plus actifs de la Cornouaille. Lieu d'échange et de passage, la ville se fait bientôt connaître pour ses moulins et ses galettes. Mais elle devient surtout une source d'inspiration inépuisable pour de très nombreux artistes peintres, parmi lesquels Gauguin ou Sérusier. Vous montrer quelque chose. Ce berceau de la peinture moderne constitue donc une étape essentielle de votre voyage en Cornouailles. Quand on voit un petit peu tout ce qui nous entoure ici, cet environnement-là, on comprend l'inspiration que les peintres ont pu avoir. Oui. Et à partir de quelle année ils ont commencé à découvrir un petit peu ce havre On peut vraiment fixer la date à peu près à cause du chemin de fer qui est arrivé à Quimperlé au début des années 1860. Et tout de suite après, les artistes ont pris le train de nuit pour arriver ici. Mais pourquoi Pont-Aven? D'abord, ici à Pont-Aven, ils parlaient français. Autour, ils parlaient que breton. Donc tout de suite, il y avait une réputation qui a été créée pour les artistes. Aussi, c'était le fait que les gens à Pont-Aven acceptaient de jouer modèle, de poser pour les artistes. D'accord. Et dans les autres villes, ce n'était pas pareil. Mais ici à Pont-Aven, on voulait créer une atmosphère très chaleureuse pour les artistes. Mais le problème pour Gauguin et plusieurs artistes est que les Bretons, surtout, n'acceptaient pas de poser nus. J'imagine bien à cette époque-là. Donc il y a un petit dessin fait par Gauguin d'une modèle nue, mais elle gardait sa coiffe. Et elle a refusé d'enlever sa coiffe. Donc elle n'était pas nue. Peu de visiteurs le savent, mais Gauguin et ses camarades avaient un atelier, au calme, dans un manoir situé un peu à l'écart du centre de Pont-Aven. L'endroit est assez secret, mais il est resté figé dans son état d'origine. Si vous êtes amateur d'art et d'histoire, sachez que son propriétaire le fait régulièrement visiter. Bon, on monte le même escalier et on voit déjà les pierres, les fleurs, la couleur et la belle lumière aussi. C'est magnifique, cette glycine-là, Oui, elle est cette superbe. glycine Et puis ça sent bon, hein. Oui, et les couleurs aussi sont magnifiques, le vert, le violet, très aimé par les peintres. Oh, l'endroit est étonnant. Oui, C'est impressionnant, hein. Oui, tout à fait. Et c'est dans son jus. Et ils y passaient beaucoup de temps dans ces ateliers? Alors, la méthode de travail, normalement, quand il faisait beau, c'était de travailler le matin sur le motif, avec la lumière, la belle lumière du matin. Et puis, après le déjeuner, ils avaient besoin de travailler un peu à l'intérieur, surtout Gauguin, parce que l'audace de Gauguin était à dire aux peintres, il ne faut pas être cloué devant l'objet. Et ainsi, votre imagination peut jouer. Donc, ça veut dire, si vous avez fait cet arbre ce matin, en vert, des couleurs naturelles, mais après, dans l'atelier, vous dites, ah, mais ça serait mieux en rose. Vous aurez la liberté de le faire en rose. Et aussi, de temps en temps, peut-être un artiste disait « Ah, mais aujourd'hui, je voulais faire un artiste au travail. » Et donc, avec un pinceau, très vite, c'est comme le graffiti. Au lieu de gaspiller un morceau de papier dans un carnet de croquis, par exemple, ils ont tracé sur les murs. Et voilà, c'est un petit mousse ici
C'est très émouvant, ça. Le petit pêcheur, le petit mousse, et en blouson des pêcheurs, et le chapeau aussi, et cette vieille dame ici, cette vieille bretonne. Mais malheureusement, on ne sait pas qui l'a fait. Est-ce qu'on peut penser que c'est un Gauguin? Oui, on aimerait bien, mais franchement, je ne crois pas. L'endroit paraît austère, mais pour Gauguin, cela n'avait aucune importance. À l'abri de la pluie, la belle lumière ambiante lui suffisait pour laisser libre cours à sa créativité. En fait, ça m'a ouvert les yeux. C'est gentil. Hein? Peut-être maintenant vous comprenez pourquoi depuis 150 années, les artistes viennent ici et viennent toujours. Après ces premières découvertes du littoral, la prochaine étape de notre escapade en Cornouailles nous emmène à une 50aine de kilomètres plus au nord. Dès les années 20, les habitants de Locronan ont compris qu'ils avaient eu la chance d'hériter d'un patrimoine fantastique. Ils l'ont ainsi soigneusement protégé et entretenu. Mais vous allez voir que son architecture si typique, tout en granit, n'est pas son seul atout. Locronan a aussi conservé intactes ses plus anciennes coutumes. Depuis les hauteurs de la ville, on aperçoit la baie de Douarnenez, située à seulement 5 km. Tu veux voir Douarnenez ou pas? Attends, je vais t'aider à grimper alors. On va monter sur le rocher. Allez, vas-y, grimpe. C'est là que nous retrouvons notre prochain guide, Olivier. Il adore s'y rendre en famille, les week-ends. Douarnenez, t'as vu? En face. Vous savez comment on les appelle, les gens de Douarnenez? Les pennes sardines. Ouais. Ça veut dire quoi, penne sardine? Penne, c'est la tête, c'est les têtes de sardines. Mais c'est pas méchant pour les gens de Douarnenez, ils ont l'habitude qu'on les appelle comme ça. Simplement parce qu'avant, il y avait beaucoup de bateaux qui ramenaient des sardines dans le port de Douarnenez. Puis c'est resté comme ça, penne sardine. Olivier vit à Quimper, mais il ne reste jamais loin de Locronan, la ville qu'il a vu grandir. Hervé Le Bihan est un enfant du pays, lui aussi. Ce tisserand est un héritier de l'activité qui a fait la renommée de Locronan. Des milliers de bateaux ont écumé les mers du monde entier grâce à leurs toiles de voile tissées ici. Locronan a été construit entre le carrefour de deux routes. Donc ça a toujours été un lieu de passage pour les voyageurs. Et donc, il y a eu des pèlerins, après il y a eu des gens qui venaient acheter des toiles à voile. Enfin, c'était vraiment un lieu où les gens se rencontraient. La toile à voile qui a fait la fortune en fait de la cité. Voilà, et ce qui a permis la construction de cette place. Donc cette place a été édifiée entre 1650 et tout début 18e. Et elle s'est figée cette place, elle n'a pas bougé depuis des Voilà, siècles. elle a été figée, oui. Tout est caché, le réseau des fils électriques, des communications, tout est enterré dans le sol. Ouais, et depuis l'origine, parce que quand on a électrifié le bourg, la place centrale, on n'a jamais mis les fils en vue sur la place. Mes parents se sont connus à cette occasion-là. Mon père était là pour travailler sur le réseau électrique. Ah d'accord, il était et il a rencontré ma mère en fait, et c'est comme ça que mes parents se sont connus, se sont mariés. À l'occasion de travaux que mon père venait faire ici avec la société qui s'occupait effectivement de l'électricité. Et donc cette place qui est figée dans cet état a servi à de nombreux tournages de films, de Broca avec Chouan, Polanski avec Tess, Jeunet avec Un long dimanche de fiançailles. Voilà. Et même un voyage en ballon. Moi je me rappelle, j'étais gamin, en train de regarder la télévision, et puis soudain, paf, dans le film, le voyage en ballon, qu'est-ce que je vois à la place de Locronan? C'est vrai que c'est ça qui est amusant en vivant ici, c'est qu'on regarde un film et tout d'un coup, on se retrouve à Locronan, alors qu'on s'y attendait pas. Tu peux me rappeler un petit peu quelle est l'origine du nom Locronan et de Locronan? Oui. Le nom de Locronan, ça vient de Locus Ronani, le lieu de Ronan. Alors l'origine, Locronan est construit sur un ancien territoire sacré. Les druides ici avaient des cérémonies, et Saint-Ronan est venu christianiser cet ensemble.
En contrebas de la place principale se dresse un autre lieu de vie essentiel du village, la chapelle Bonne Nouvelle. Elle abrite une fontaine qui servait de lavoir, un lieu chargé de souvenirs pour Olivier. Je vais te montrer un truc que je faisais quand j'étais gosse. Ah oui. Je passais des heures ici avec mes cousins, on prenait des petits bouts d'herbe comme ça. Ah oui. On venait là et tu vois, il y a des petits trous qui alimentent la partie inférieure du lavoir. Ah, d'accord, le parti lavoir, quoi. Voilà. Ouais. Donc on mettait nos petits brins d'herbe comme ça et après, 3, 2, 1, on le lâchait et on fonçait de l'autre côté pour regarder s'il était bien passé. Et tu sais, Olivier, que ce lavoir aussi et cette fontaine sont un témoignage de l'ancienne activité textile de toile à voile. D'abord, elle a été construite par un marchand toilier au XVIIe siècle, la fin du XVIIe. Et surtout, c'était une fontaine guérisseuse. Et en fait, cet effet de guérison était dû au travail du chanvre. Le chanvre, c'est de la même famille que le cannabis. Et avant de pouvoir récupérer la fibre, il faut d'abord le rouir pour le faire pourrir. Et en fait, dans cette action-là, la substance active qui se trouve dans cette plante se retrouvait dans le bassin ici et donc rendait cette eau guérisseuse. Donc indirectement, les gens qui buvaient l'eau de la source avaient cet effet un peu de s'être drogués, entre guillemets. Enfin, de l'effet du chanvre, oui. D'accord. Qui faisait qu'ils ressentaient moins les douleurs. Et de là, l'idée que c'était une source guérisseuse. Si vous aimez l'atmosphère des contes et légendes, nous vous proposons une balade insolite dans la forêt bretonne par excellence, tout près de Locronan. Le Bois du Duc n'est qu'à 2 km du village. Peu de promeneurs le connaissent. C'est pourtant un endroit unique qui ravira votre imagination. Alors ici, on change d'ambiance, c'est vraiment très magique, très féerique. Ce bois, c'est un vrai cocon. Oui, on a vraiment l'impression qu'on sort du monde dans lequel nous vivons. Comme s'il était, vous voyez, il est couvert de mousse, les troncs sont couverts de mousse, c'est comme si c'était un bois qui était immergé, qui a surgi brusquement de l'océan. Il y a une ambiance vraiment féerique ici. On a l'impression que de tout partout, là, des elfes, des gnomes, enfin, des korrigans peuvent surgir à tout moment. Et il y a une autre particularité, c'est que quand on tend l'oreille, en fait, on n'entend rien. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas d'oiseaux. C'est très, très impressionnant, en fait. C'est très silencieux. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve toujours cette couverture de mousse très épaisse et très dense. Oui, qui couvre l'ensemble du bois. Et on pouvait croiser des druides ici à une certaine époque, tu penses? Oui, en tout cas, c'est le genre d'endroit qu'ils affectionnaient. La nature et puis ce côté un petit peu hors du temps, oui. En tout cas, ce qui est génial, c'est que la balade est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un bois magnifique. Oui, on peut y trouver ce qu'on veut, oui. Oui. C'est un endroit où on peut trouver la paix. Oui. Beaucoup moins paisible, mais absolument immanquable si vous passez ici pendant l'été, vous allez maintenant découvrir la plus importante fête du village. C'est l'origine du costume, Marin? C'est un costume breton. Oui, un costume breton. Et c'est un costume glacé ou bigoudin? Bigoudin. Ça tient? Oui. Allez, mets la tête en arrière, Noutou. Aïe, 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 aïe. À Locronan, les habitants ont à cœur de perpétuer les traditions. En ce petit matin de juillet, c'est l'effervescence dans la maison familiale d'Olivier. Tout le monde se prépare pour la Troménie, un événement célèbre dans toute la Bretagne. La Troménie est une procession religieuse qui réunit les familles de Locronan chaque été. C'est l'occasion de porter fièrement les costumes régionaux transmis de génération en génération. C'est bon? Non, allez, ça tu laisses pas. Tous les 6 ans, l'événement prend encore plus d'ampleur avec la participation de tous les villages voisins. On parle alors de grande Troménie. Cette procession de 12 km à travers la campagne peut réunir jusqu'à 4000 personnes. N'hésitez pas à vous joindre à eux.
Pour Olivier et tous les participants, comme Philippe Kemner, c'est un moment de retrouvailles très attendu. Nous, avec Philippe, on s'est connus à la Troménie il y a quelques années. On se voit pas du tout dans l'année, par contre. On se voit jamais dans l'année, quasiment jamais. Voilà. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se revoit au moins une fois par an. C'est gentil. Troménie, on pourrait traduire ça par le tour. Tro, c'est le tour. Le mini, c'est le domaine. Et donc, Troménie, tour du domaine, en fait. Sachant qu'ici, on suit exactement les limites de la commune. Même s'il y a un champ cultivé, ça passe forcément à travers parce que c'est la limite de la commune. Si le cœur vous en dit, sachez tout de même que cette procession peut durer jusqu'à 8 heures d'affilée. Mais même depuis le bord de la route, c'est l'occasion de découvrir une culture régionale toujours bien vivante. Avant, il se trouve que les années de Grande Troménie, c'était aussi des années d'élections municipales. Et pendant des mois avant, les concurrents se tiraient la bourre pour être élus. Et au moment de la Troménie, donc après les élections, la Troménie rassemble tout le monde, comme s'il n'y avait plus de problèmes, il n'y avait plus de litiges, etc. Et en fait, quand on a fait la Troménie ensemble, on ne peut plus se taper dessus, quoi. C'est pas possible. C'est quelque chose qui rassemble vraiment très très fort. Il y a des gens qui la font par croyance, il y a ceux qui ont décidé de venir parce qu'ils ont envie de se retrouver en famille, entre amis, parce qu'ils ont envie effectivement de partager un moment avec les gens qu'ils connaissent. Il y a 100 raisons différentes d'être ici aujourd'hui. Chacun il trouve son compte. Cette Troménie existe depuis le 5e siècle. Mais c'est un voyage dans le temps encore plus long que nous vous proposons maintenant. En parcourant moins de 30 km, vous allez faire un bond de 465 000 ans en arrière. Direction Plouhinec, sous la pointe du Raz. Cette balade fantastique vous conduira jusqu'à un site archéologique méconnu. Ici, des fouilles livrent leurs secrets sur les premiers habitants de la Cornouaille depuis 20 ans. Une vraie merveille pour des paléontologues comme Claire Gaillard. Bonjour Claire. Bonjour Olivier. Merci de m'accueillir sur ce site. Je connaissais le Plouhinec et la vue sur la mer extraordinaire, mais je n'avais pas du tout connaissance qu'il y avait un site archéologique sur Plouhinec. Oui, c'est un site qui est connu mondialement pour avoir livré les plus anciens foyers d'Europe, les plus anciens feux maîtrisés par l'homme, à 465 000 ans dans la couche la plus ancienne. On en voit un qu'on a conservé ici, qu'on va essayer de prélever en bloc. C'est juste une petite zone de terre rougie par la chaleur du feu. Les études physiques ont montré que les températures atteintes dépassaient 500 degrés. Donc c'est vraiment un feu qui a été entretenu pendant plusieurs heures et pas juste un incendie naturel. Il y avait une grotte peut-être à l'origine? Oui. La grotte s'avançait au moins jusqu'au gros môle de granit, de gneiss qu'on voit ici, et elle s'est effondrée progressivement. Vous me dites où je peux poser les pieds? Oui, là. sur cette grande zone noire, là, il n'y a rien. Alors sur ce site, les outils en pierre taillée sont assez caractéristiques du littoral. Voilà, un galet taillé de manière très simple, paf, paf. C'est très caractéristique pendant cette période du Paléolithique inférieur. Et une taille aussi simple, ça leur permettait quand même de l'utiliser comme outil pour faire quelque chose? Oui. Juste le côté tranchant, en fait, peut-être. Ça dégage un tranchant et ça permet éventuellement soit d'aller découper des carcasses animales, ils étaient éventuellement charognards aussi, soit de dépecer les animaux qu'ils avaient chassés. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on est très près de la mer et j'ai du mal à comprendre pourquoi ils se sont installés à cet endroit-là, alors que peut-être qu'à marée haute, l'endroit est complètement couvert d'eau. Donc la mer, oui, effectivement, était à 5 ou 10 km d'ici. Okay. Et les préhistoriques avaient devant eux une grande plaine littorale où ils chassaient sans doute les grands mammifères migrateurs. Et les préhistoriques étaient aussi migrateurs à ces époques, ils n'étaient pas encore sédentarisés. Dans la couche 9, il y avait quelques restes d'ossements extrêmement abîmés, c'est presque de la pâte d'os, identifiés par la paléogénétique.
et on sait qu'il s'agissait de périssodactyles. Donc on a le choix entre le cheval et le rhinocéros. Et vu la dimension des os, de ce qu'il en restait... Un rhinocéros en Bretagne, ce serait une bonne chose. Mais oui, il y avait toutes sortes d'animaux, des éléphants, des rhinocéros. Plein de surprises sûrement encore à découvrir. Oui, surtout dans la couche 9, on est impatients. Mais bon, il va falloir attendre au moins 3 ans. Bien Claire, merci beaucoup pour votre accueil. Bon courage à tous, bonne continuation et à bientôt peut-être. Au revoir. Merci de ta visite, au revoir. Je suis très heureux de vous avoir fait partager mon petit coin de Cornouailles à moi, l'Ocronance, à Grande-Troménie, le Bois du Duc, les fouilles de Plouhinec, les fouilles archéologiques. Maintenant, je vais vous laisser avec quelqu'un que tout le monde connaît ici aussi en Cornouailles. Il s'agit de Scarlett, que vous allez retrouver au Guilvinec. C'est à 40 petits kilomètres de là, à la pointe ouest de la Cornouaille, que nous attend notre prochaine étape. Nous avons choisi de vous emmener ici pour vous montrer que la Cornouaille, c'est aussi un patrimoine dynamique. Le Guilvinec est d'ailleurs le premier port de pêche artisanal de France. S'il ne faut en voir qu'un seul en Bretagne, c'est celui-ci. 15 000 tonnes de poissons, 250 bateaux, 1 millier de marins. Et parmi eux, Scarlett, surnommée la Dame du Guilvinec. Il est 9h30 du matin, Scarlett est de retour au port après 3 heures passées en mer. Comme chaque jour, elle vient de relever ses filets le long de la côte. Elle va maintenant vendre sa pêche sur le marché où l'attend sa clientèle d'habitués. Ah, c'est une femelle, hein. Pêcher ce matin, tout de suite, j'ai mis de côté. Bonjour Hervé. Donc, vous voulez que je la marre les pattes plutôt? Vous avez peur qu'il vous mange? Un peu plus tard, Scarlett retrouve Pierre de Parsco, un jeune restaurateur de talent installé en ville depuis 2 ans. Tu vas bien? Oui, toi aussi? Ça va, très bien, parfait. Ils vous recommandent tous les deux de vous rendre sur la jetée du port pour assister à un spectacle dont même les habitants du Guilvinec ne se lassent pas. Chaque jour, le retour des chalutiers donne lieu à un étonnant ballet richement coloré. C'est la scène qu'il faut absolument voir ici. Mais n'arrivez pas en retard, car elle ne dure qu'une vingtaine de minutes. On a l'impression que c'est la course quand il rentre. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est tout simplement, en arrivant à Kehl, ils se précipitent pour tirer leur numéro pour vendre. Et c'est par ordre d'arrivée pendant la semaine. D'accord. Donc toute la semaine, tous les jours. Et les achats de langoustines se font en général sur les premiers bateaux parce que les mareyeurs ont eu leur commande. Donc c'est pour vendre au meilleur prix. Ce qui est marrant aussi, tu vois, c'est justement la couleur. Là, on voit, il y a du violet, du bleu, du vert. Enfin, est-ce qu'il y a un code vraiment ou est-ce que c'est au bon vouloir des patrons, pêcheurs par rapport à leur bateau? Enfin, comment ça se passe pour le... On sait qu'il y ait autant de couleurs différentes. Alors, si tu veux, les bateaux, on choisit la couleur qu'on veut. Il faut savoir que tous les chalutiers côtiers, c'est tous des entreprises individuelles. Donc, chacun est libre de mettre la couleur qu'il aime. Hein? Alors ça, c'est les couleurs du pays Bigoudin, Avro-Bigouden, orangé et jaune. Il y a eu une évolution dans les couleurs. Avant, nous n'avions pas autant de couleurs dans les bateaux. La majorité était bleue, hein, parce que c'est la couleur de la mer et tout ça, quoi, bleu et blanc. Alors, on avait les maisons peintes en blanc parce qu'on utilisait des fonds de restants de peinture, tu sais, quand on a fait le bateau, parce que c'était les marins qui peignaient eux-mêmes leur bateau. Ouais. Et puis, on utilisait la peinture qui restait pour faire nos volets et pour faire la maison. Donc, nos maisons étaient blanches et bleues. Les volets étaient peints en bleu et les maisons étaient peintes en blanc. Pas de perte. Voilà. Ah, il n'y avait pas de perte. D'accord, donc là, normalement, on va trouver des volets violets, des volets verts ou... Ah oui, tout à fait. D'accord. Voilà. On peut venir voir ça alors. La pêche n'est pas la seule spécialité du Guilvinec. Il y a aussi l'algoculture, dont Scarlett est devenue une éminente ambassadrice. Elle cultive en effet plusieurs variétés d'algues. De son côté, Pierre adore les accommoder en cuisine pour faire découvrir cet accompagnement plutôt inhabituel à ses clients. Au menu ce jour-là, un bar de ligne aux haricots de mer et wakame. Donc là, on a
Là, on a préparé des petits wakame séchés. Ah, c'est de la wakame qui est travaillée en petites chips. Hein. Voilà, donc séchés. Je vais goûter maintenant ou tu regardes la surprise? Ah non, je vais goûter. Voilà. Ouais, génial. Merci. On a le goût de la mer. C'est fabuleux, ça. Hein. Ah, c'est le produit, hein. Si le produit est bon, c'est bon. Donc là, on voit qu'il y a une belle coloration sur la peau du poisson qu'on a obtenue bien sûr en poêlant au préalable. Et là, on va continuer à accenter cette coloration avec les algues qu'on a fait infuser dedans. C'est le haricot de la mer, c'est l'algue locale. Moi, je la récolte en début de saison pour avoir vraiment une algue fine, tu vois, qu'on appelle l'extra fin de l'océan. Bien sûr. Pour pouvoir justement avoir ce goût iodé et tout ça. Mais c'est en même temps celle qui permet le plus de mariage parce que c'est elle qui a un goût le plus neutre. Mais même sans assaisonner, je sais pas, ça donne un petit goût iodé qui fait ressortir le produit et tu n'as plus le besoin de sel. Il y a des herbes comme ça, comme le thym romain, qui peuvent amener une sensation de sel justement aussi. Quand on concentre un jus, ça peut donner une impression. Quand les goûts sont corsés, ça peut justement donner l'impression que c'est salé. On a fait des petits cocos de Paimpol. En plus, le coco, on est en pleine saison là. Ouais. Là, on a un petit mélange de légumes qu'on va utiliser en condiment en fait, en remettant un petit peu d'haricots, de la mer, donc en petites brunoises. La chips. Et là, on a une écume de bière brune pour amener l'amertume un petit peu sur le poisson. Bon, cherchez les couverts? Ah ouais, on va goûter ça quand même. Et là, c'est vraiment parfait, quoi. On a le goût du bar, tu le retrouves en bouche, superbe. Le goût des cocos, tu retrouves le goût des petits légumes quand tu vas les chercher, tu retrouves. Et derrière, tu as l'algue. Mais l'algue étant un exhausteur de saveur naturelle, elle te met en valeur tout ça, quoi. Tu sens ce relief, tu sens... Elle met tout en scène. Ouais, ah, c'est vraiment... Puis ça explose en bouche, là. Moi, quand je vais au restaurant, c'est pas pour faire ce que je fais à la maison. C'est pour manger des choses comme ça que je n'irai pas faire chez moi. Tout simplement. C'est le but. Voilà. Le but. Donc si on y arrive après, tant mieux. Voilà. Ouais. Moi, c'est ça, quoi. C'est ça que je viens chercher quand je viens au restaurant. Pour finir en beauté votre découverte de ce petit concentré de Bretagne, venez prendre de la hauteur à la pointe de Penmar. Pour vous, ce phare du bout du monde est tout près puisqu'il se trouve à seulement 8 km du Guilvinec. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de la Cornouaille. Alors aucune hésitation possible, foncez voir Eckmühl. Pour nous conter l'histoire de ce bâtiment majestueux, nous avons rendez-vous avec une nouvelle guide, Bonjour. Alexandra Coatmen. Bien, tu es prête pour l'ascension? En pleine forme. Bon, on est parti alors. Allez, on y va. Dernier conseil, mais il est important, sachez qu'il est possible de programmer votre visite à l'heure où le soleil se couche. Or, c'est évidemment à la nuit tombée que l'on comprend toute l'utilité d'un tel ouvrage. À 65 mètres au-dessus du sol, la vue est de toute beauté. Encore faut-il avoir le courage de grimper 290 marches. L'intérieur du phare d'Eckmühl est complètement recouvert de plaques d'opaline. Outre sa qualité esthétique, l'opaline a une autre qualité, c'est que ça ne retient pas l'humidité. Donc si l'humidité ne se forme pas, ça ne vient pas non plus donc, mouiller les marches. Et des marches mouillées, c'est des marches glissantes, donc dangereuses. Donc ça, c'est très important dans un phare. Mais Eckmühl, ce nom, il vient d'où? Il vient donc, c'est une petite localité en Bavière. Et ce nom vient de la donatrice donc, qui a légué donc, une forte somme d'argent pour la construction de ce phare. Et elle avait demandé en contrepartie qu'il porte le nom de son père, qui était un maréchal d'Empire et qui avait notamment le titre de prince d'Eckmühl. Il s'appelait Louis-Nicolas Davout. Ça méritait l'effort. Hein. Ah oui, quand alors, on voit la quand on vue voit là la vue qu'on ici, a, c'est vraiment incroyable. magnifique. Et oui, quand même, regarde le ciel rouge qu'on a là. Et je ne sais pas si tu as vu, on voit l'éclat du phare de l'île de Saint. Alors, il va réapparaître d'ici quelques secondes. Hein. Ouais, ça y est. Voilà. Ah, on l'aperçoit là-bas. Le phare d'Eckmühl, il a la particularité d'avoir été construit donc, en 1897, mais c'est un phare qui a toujours été électrique, contrairement à l'ancien phare de Paimpol, qui était un phare qui fonctionnait à l'huile de colza. C'est un signal donc, qui est visible donc, à 50 km et ça fait un éclat blanc toutes les 5 secondes. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître.
Ben, comme tous les phares. Comme hein, tous les phares. Tous ouais. les phares, ils ont des éclats différents de manière à ce qu'on sache, même pour nos balises, pour les entrées de port. Parce que quand la nuit est totalement noire, j'imagine qu'en mer, c'est... Ben, moi, j'ai l'impression que je vois plus de choses la nuit que je ne vois le jour. Ah bon? Toi, dans ton travail, est-ce que le phare d'Eckmühl t'est utile ou je veux dire encore utile parce qu'aujourd'hui on parle des GPS. Alors le phare d'Eckmühl, ce n'est pas pour me positionner qu'il m'est utile, c'est tout simplement pour travailler. Parce que je travaille sur les filets à rouget et le filet à rouget barbé, je les mets en pêche avant que le phare ne s'éteigne le matin et le soir, je les relève quand le phare est allumé. Mais c'est une levée le matin, une levée le soir. Et c'est vraiment le phare qui détermine à quel moment je vais crocher dedans, à quel moment je vais travailler. Et ça, c'est que mon père avant moi, mon grand-père, enfin toute la famille et puis les autres marins-pêcheurs, on fonctionne ici, de la même façon. D'accord. Ouais. Dans tout le secteur, on a travaillé comme ça quand on faisait ce métier-là. À l'image de ce phare perdu au bout du Finistère qu'il faut absolument voir, vous reviendrez de Cornouailles avec le sentiment d'avoir voyagé à l'autre bout du monde. Un appel à l'évasion auquel il serait vraiment dommage de résister.